Eh bien les amis, c'est après quelques jours de vacances bien méritées que nous nous retrouvons pour ce rendez-vous de la FAQ. Nous n'étions pas vus la semaine dernière, j'étais absent à quelques milliers de kilomètres, mais ne vous inquiétez pas, je reviens plus fringant que jamais, reposé et rechargé pour répondre à toutes les questions que vous me posez sur ma story Instagram, sur le compte Roadsters TV. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. C'est toujours un immense plaisir de partager ce moment avec vous. Et n'oubliez pas, en live tous les dimanches de 15h à 16h30, vous pouvez venir directement échanger, discuter. Ça me fait très très plaisir également de vous retrouver sur une interaction un petit peu plus directe. Et donc, on va d'abord commencer, vous le savez, c'est la tradition, par regarder un petit peu ce qui s'est passé dans le monde de la moto et sur la chaîne Roadsters TV sur la semaine qui vient de s'écouler. Alors, nous avons eu plusieurs choses assez intéressantes, notamment, il y a 3 jours, vous avez eu la publication de l'essai de la QJ Motor SRK 800 Dark, une vidéo en collaboration avec la CIMA, l'importateur officiel français, qui m'a contacté pour du coup mettre en avant cette moto ainsi que la fameuse SRK 921. Si vous n'avez pas encore regardé cet essai, ce sont 2 machines bien différentes qui sont néanmoins reliées par une même passion, celle d'avoir un rapport qualité-prix absolument débile. N'hésitez pas à aller la regarder. Ensuite, il y a également une petite vidéo très intéressante sur une histoire un peu sombre concernant Verge Motorcycle et les fameuses batteries à électrolyte solide qui seraient pas tout à fait exactement au niveau de ce qu'ils ont annoncé, et avec des poursuites un peu légales qui sont engagées contre eux, notamment la société, mais aussi Donut Lab, qui réalise cette batterie. Et finalement, l'annonce du prix officiel de la Suzuki SV7GX, ce petit crossover qui vient marcher sur les plates-bandes de machines comme la Tracer 7 ou la Tiger Sport 660, avec un tarif qui risque de faire pas mal bouger. D'ailleurs, la vidéo a fait beaucoup de vues en l'espace de 22 heures. Je vous en remercie, vous avez été très nombreux et nombreux à la regarder. Et si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à les regarder parce qu'il y a des choses assez intéressantes à y voir. Première question de la journée de la part de Reptilkov qui nous dit: prends-tu toujours plaisir à faire le live? Je voulais absolument répondre à cette petite question parce que ça me fait extrêmement plaisir de justement répondre à ça en vous disant que oui, bien sûr. Alors, il y a des choses qui évoluent sur cette chaîne et vous le savez si vous me suivez depuis un certain nombre d'années que l'ADN même de Roadsters TV a beaucoup évolué. Si on remonte aux vidéos les plus anciennes de la chaîne, regardez ici ces petites miniatures faites un peu de briques et de broc, ça remonte à il y a plus de 4 ans. D'ailleurs, la chaîne a fêté même ses 5 ans en avril 2021. Et donc, ça, c'était le tout début de l'aventure avec beaucoup d'essais. C'est ce qui a toujours été un petit peu l'ADN de cette chaîne. À aujourd'hui, des vidéos dans lesquelles on va parler d'actualité, on va faire des éditos, analyser le marché. Et toujours, bien sûr, comme c'est le cas sur la SRK 921 et la 800 Dark, des vidéos d'essais qui sont toujours présentes. Mais s'il y a une chose qui, moi, reste un plaisir pour moi, c'est de pouvoir échanger avec vous et d'avoir directement votre ressenti. Et c'est vrai que les lives aident énormément à ça. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire il y a environ 1 an et demi de cela, à peu près, 1 an et demi, 2 ans à peu près. Et aujourd'hui, je suis un des seuls créateurs de contenu sur YouTube, sur Twitch et autre chose. Il y en a quand même pas mal qui font des choses, mais à vraiment échanger, discuter avec vous sur ce sujet-là et sur l'actualité au global. Donc oui, effectivement, pour moi, c'est quelque chose qui est très important parce que j'ai moins la possibilité, on va dire, d'aller à votre rencontre, faire des rencontres abonnés, des choses comme ça, parce que ça prend énormément de temps. Et quand vous êtes vraiment focus sur ce type de contenu, à savoir l'actualité du monde de la moto, ça demande d'être quand même assez réactif. Et moi, je pense que vous venez sur cette chaîne avant toute chose pour le contenu. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, je me focalise plus à ce niveau-là. Mais bien sûr, j'ai toujours un plaisir absolument énorme à réaliser ces lives avec vous, puisque ça me permet de discuter, d'échanger et d'avoir un moment qui est encore un petit peu plus authentique et transparent. Prochaine question de la part de JLB PG qui nous dit: acheter neuf en A2 est-il un mauvais choix? Et c'est une question qui est super intéressante parce que au final, acheter une moto neuve en A2, c'est un véritable dilemme, dans le sens où on se dit, est-ce que la machine, je vais la faire tomber? Est-ce que je vais l'abîmer? Ça peut poser énormément de questions, d'autant plus que quand on passe le permis A2, il est vrai que dans la plupart des cas, les budgets sont moins élevés, parce qu'on passe souvent son permis quand on est plutôt jeune, on n'a pas forcément encore la possibilité d'acheter des machines extrêmement chères. Écoutez, moi en ce qui me concerne, j'ai une position là-dessus qui est un petit peu, on va dire, à mi-chemin. À savoir que je considère que oui,
c'est possible, tout à fait, d'acheter une moto neuve en A2. Et là, je vous prends directement un exemple un peu, voilà, une Street Fighter V2, ça aurait pu être n'importe quoi. Ça aurait pu être une CB500, une MT-07, peu importe. Mais pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'en réalité, je trouve qu'il y a un message un peu trop, on va dire, moralisateur sur beaucoup de créateurs de contenu, de personnes qui vous disent il faut absolument pas acheter des motos neuves quand vous êtes en A2, etc. parce que vous allez les abîmer. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Oui, c'est quelque chose qui s'applique pour peut-être une grande part des gens, peut-être même une majorité. Mais la réalité, c'est que moi, je fais confiance aux personnes qui me regardent, qui m'écoutent, pour savoir s'analyser un petit peu. Et je pense foncièrement que quand vous êtes suffisamment responsable dans votre tête, suffisamment fortuné aussi, parce que c'est quelque chose qui rentre dans l'équation, pour vous dire, j'ai envie d'avoir une machine neuve en passant mon permis A2 parce que j'ai envie que ce soit ma moto, entre guillemets, j'ai pas envie qu'elle ait été touchée par quelqu'un d'autre, ou alors juste de me faire plaisir, pour moi, c'est quelque chose qui est tout à fait valable. Après, attention, ça ne change pas le fait que, quand vous allez acheter une moto neuve, vous allez payer le fait d'avoir une moto neuve et que ça vous coûtera toujours à minima 10 à 15% plus cher qu'une machine qui aurait 1000 ou 1500 bornes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Mais vous aurez la certitude que la moto n'a été touchée que par vous. C'est vous qui aurez fait le rodage. C'est vous qui... Et ça peut avoir une importance. Ça peut avoir une importance émotionnelle, ça. Vraiment, j'en suis persuadé. Vous pouvez aussi avoir le côté où la garantie, bah, elle est à 100% du début à la fin pour vous. Et c'est aussi quelque chose qui joue. Donc, non, je ne considère pas que ce soit forcément une erreur d'acheter une moto neuve en A2, de la même façon que ce n'était pas nécessairement pour moi une erreur avant que le A2 n'arrive en France, d'acheter une moto puissante. Tout dépend de votre profil. Moi, ma première moto que j'ai achetée, vous le savez peut-être, quand j'ai passé le permis A2, le permis moto, c'était une Hayabusa. Désolé, je me suis planté d'écran, ce sera la question d'après. C'était une Hayabusa. Ma première machine, c'était une Hayabusa. Et la plupart des gens me diraient, mais t'es complètement fou. Il ne m'est jamais rien arrivé. Et je n'ai jamais été, on va dire, irrespectueux envers cette moto. Je ne lui ai jamais manqué de respect à vouloir taper dedans, alors que je savais pertinemment que j'en avais pas les capacités techniques sur le moment. Mais je voulais me faire plaisir, c'était la moto pour laquelle j'avais passé le permis. Et donc, je fais confiance à la responsabilité de chacun de se dire, non, ça, je me connais pertinemment bien, parce que quand on est honnête avec soi-même, on sait très bien savoir se dire « Non, je me connais très bien, je sais que si j'achète une moto trop puissante, je vais faire le con avec. » Et de la même façon que si j'achète une moto neuve en A2, j'ai les moyens d'assumer si elle tombe, je serai prudent avec, je ferai attention. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui ne vous appartient qu'à vous, les amis. Et donc, prochaine question, vous l'avez déjà eu, je vous ai spoilé, de la part de Loopsar qui nous dit « Ça fait quoi si avec un moteur en rodage, on monte trop dans les tours ?» Et alors là, c'est une question hyper intéressante et qui du coup rejoint un peu cette fameuse histoire de justement acheter une moto neuve, parce que quand vous allez acheter une moto neuve, vous allez avoir une machine qui va forcément devoir être rodée, donc ça c'est assez intéressant. Et il y a un mythe autour de ça qui est que il faut vraiment faire extrêmement attention à la machine quand justement vous roulez sur une moto qui est en rodage, parce que du coup, si vous montez trop dans les tours, honnêtement, clairement, aujourd'hui, quand vous êtes sur une machine récente, c'est-à-dire une moto avec laquelle vous allez faire un rodage neuve en 2026, les machines n'ont quasiment plus besoin d'être rodées, clairement. Parce qu'en fait, l'assemblage en usine est tellement précis, il est tellement bien fait, que le rodage, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'a quasiment plus de raison d'être. Par contre, ça ne veut pas dire que toutes les pièces sont rodées, parce que vous avez le moteur, quelque chose qui est extrêmement important, mais vous avez tous les éléments périphériques. Et quand vous achetez une moto toute neuve, vous avez des pneus qui ont probablement encore de la paraffine dessus, des freins qui doivent être un petit peu bossés. Donc vous avez tous ces éléments-là qui, eux, par contre, doivent petit à petit être mis en condition, si on veut. Mais par contre, le fait de monter dans les tours avec une machine qui est non rodée encore, ce n'est pas quelque chose qui est aujourd'hui pour moi problématique. Après, il y a monter dans les tours et monter dans les tours. C'est sûr que si vous venez d'acheter votre moto et que vous la mettez à 13 000 tours minute pendant 1 heure,
alors qu'elle vient de sortir de la boîte, ça va pas lui plaire. Mais de la même façon que ça ne risque pas de lui plaire si vous faites la même chose avec elle, alors qu'elle a déjà 10 000 km. Honnêtement. Les moteurs, beaucoup de moteurs apprécient des variations de régime. Et il n'y aura absolument aucun souci sur la très grande majorité des constructeurs aujourd'hui qui sont établis, c'est-à-dire toutes les marques japonaises, européennes, américaines, même chinoises, très honnêtement, parce qu'ils reprennent finalement des moteurs qui sont des moteurs déjà connus. Il n'y a absolument aucun problème à de temps à autre, quand votre machine elle est chaude, quand les pneus sont chauds, etc., à monter un peu en rythme, à aller chercher, même si vous êtes à 500, 600, 700 km, pour habituer votre moteur à avoir des régimes qui bougent un peu. Parce qu'il y a aussi un truc, c'est que les moteurs n'apprécient pas tous nécessairement de rester au même régime. Le moteur de la Hayabusa, par exemple, c'est un moteur qui aime bien de temps en temps aller chercher des régimes pour ne pas, entre guillemets, se verrouiller. C'est une façon de parler, c'est très 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 exagéré, mais pour ne pas se verrouiller à des régimes trop bas. Et du coup, oui, ça fait du bien aussi à un moteur d'aller un petit peu travailler. Ne vous inquiétez pas, sur des motos qui sont modernes, il n'y a quasiment aucun problème à ce niveau-là. Prochaine question de la part de Fred BCR qui dit « Salut et bravo pour ton super boulot ». Eh bien, un grand merci à toi, Fred. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages de remerciements et d'encouragement et ça me fait chaud au cœur. Pour ou contre les boîtes auto? Et alors ça, c'est une question que j'adore parce que vous êtes très nombreux à exprimer votre opinion sur les boîtes automatiques. Certains trouvent ça super et d'autres pensent que c'est littéralement l'anathème et eh bien l'avatar de l'antéchrist. Et clairement, j'ai une position là-dessus qui est, ma foi, assez tranchée. Je vais être honnête avec vous, j'ai absolument rien contre les boîtes automatiques. Parce que je trouve que ce que l'embrayage traditionnel nous apporte comme petit détail par rapport au confort d'une boîte automatique, quand en plus on a la possibilité de passer les rapports par soi-même et que la boîte est bien faite, ça va de soi, c'est quelque chose qui pour moi est tellement confortable, tellement agréable, que oui, qu'il s'agisse d'une Yamaha Tracer 9 avec la boîte YAMT, d'une Super Adventure 1390 avec la boîte AMT, ils sont pas allés chercher très très loin, d'une Africa Twin avec le DCT qui est aujourd'hui très clairement la boîte de vitesse automatique la plus aboutie au monde parce que il la développe depuis de nombreuses années, ou encore potentiellement une BMW R1300R avec la boîte ASA. Pour quelle raison est-ce que je parle de cette moto? Je ne sais pas, peut-être qu'un jour vous en aurez des nouvelles. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que je n'ai absolument rien contre les boîtes de vitesse automatique. Et clairement, les histoires de coups de sirette, de wheeling, tous ces petits trucs-là, ce sont des choses qui, à mon sens, sont périphériques à la vraie utilisation d'une moto. Ça ne veut pas pour autant dire que elles doivent disparaître, elles doivent mourir. Si on peut les conserver, ça fait partie aussi de l'héritage de la culture moto, mais il faut savoir vivre avec son temps. Il faut savoir vivre avec son temps. La carburation a disparu, le deux temps a quasiment disparu, les machines sans ABS ont quasiment disparu, enfin, elles ont disparu parce qu'aujourd'hui c'est obligatoire, le contrôle de traction, l'anti-wheeling, les shifters, c'est des choses qui font partie aujourd'hui de notre culture et de la technologie des motos, et je pense que les boîtes automatiques seront la prochaine grande évolution. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'elles sont toutes parfaites ou qu'il n'y a pas encore des choses à faire évoluer dessus, mais c'est pour moi un truc qui est vraiment très intéressant. Et quand vous avez la possibilité, en plus, soit de passer les rapports à la main, ou encore mieux, au pied, ou les deux, c'est le meilleur des mondes, et que finalement, vous avez juste la possibilité d'avoir un mode automatique qui vous permet de rouler quand vous êtes tranquille, vous êtes en train de faire de l'autoroute, ou que vous avez juste envie de vous concentrer sur la conduite, moi personnellement, je trouve ça très très bien. Encore faut-il bien évidemment que ce soit bien fait, mais aujourd'hui, ce sont des technologies qui sont émergente, parce qu'il n'y avait que Honda qui faisait ça quasiment. Aujourd'hui, on a plusieurs acteurs qui le proposent, BMW, Yamaha, KTM, Honda. Donc ça commence à se mettre en place. Je suis très curieux de voir ce que ça donnera, mais en tout cas, en ce qui me concerne, ma réponse est définitive sur les boîtes automatiques. C'est quelque chose qui ne me dérange absolument pas. Prochaine question de la part de Kev Feb, avant-dernière question. Norton a montré ses prix. Est-ce une belle alternative aux autres marques européennes? Alors sachez-le,
je vais vous faire une vidéo sur ce sujet-là, parce que y a beaucoup de choses à en dire, mais en effet, il y a quelques temps de cela, on avait découvert eh bien, la résurrection de la marque Norton, qui avait réalisé des machines absolument folles sur base de V4 il y a plusieurs années, marque qui avait disparu, qui a été rachetée par des Indiens, et qui aujourd'hui revient avec cette machine, la Manx R, mais pas que, parce qu'on a aussi eh bien, la Manx Standard, qui est donc un roadster, et aussi les Atlas et Atlas GT, qui sont eh bien, des trails plus destinés à un grand public. On est sur des bicylindres de 500 cc, très intéressant au demeurant, mais effectivement, la Manx R a vu son prix s'afficher sur le site français. Et alors que beaucoup s'attendaient à des prix qui littéralement aurait pu vaporiser celui d'une Panigale V4, eh bien en réalité, il s'avère que... bah non. En effet. Alors, à partir de... on sait ce que ça veut dire, mais néanmoins, Norton semble destiné et déterminé à se mettre en concurrence directement avec les grands constructeurs, avec des tarifs extrêmement intéressant. Je vais pas dire accessible parce que 23 000 € pour une moto, c'est pas forcément le tarif le plus accessible du monde. Mais alors qu'on s'attendait à des plus de 50 000 €, et ben là, en réalité, l'addition, elle est divisée par plus de 2. Donc, je vais vous en parler, bien évidemment. C'est juste un petit appetizer avant qu'on se fasse une vidéo complète parce qu'il faut vraiment qu'on en discute. Mais oui, il semblerait que, en tout cas, Norton, sur l'ambition, veuille se mettre en face des constructeurs européens, japonais et autres, mais on n'en est pas encore là en termes de réseau, attention, hein, la marque renaît, se remet petit à petit, mais si les premiers essais qui doivent arriver normalement, hein, parce que les journalistes ont été invités par la marque pour aller faire le test de ces motos sur circuit, eh ben, je serais extrêmement curieux de voir ce que ça donne, et si ça se développe, eh ben, on pourrait voir arriver un nouvel acteur, hein, et franchement pour le coup ce sont des machines qui à mon sens ont une certaine forme d'élégance, elles sont plutôt jolies avec un design, une proposition qui est assez différente. La seule chose que je regrette, c'est que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de couleur assez pétante, on va dire le aqua green qui est un petit peu chouette, mais j'aurais bien aimé un jaune un peu pétant ou un rouge stylé, mais sinon en dehors de ça, bah écoutez, je suis très preneur parce que quand même on est sur un V4 de 1200 cc, 206 chevaux, 130 Nm de couple, donc ça promet quand même de déménager. Et donc, eh bien, on verra. Je vais vous faire une vidéo sur le sujet très rapidement, histoire d'en savoir un petit peu plus. Dernière question de la part de McCray qui nous dit « Boîtier éthanol sur une moto, on en pense quoi ?» Et alors là, cette question, elle est extrêmement intéressante parce que vous n'êtes pas sans le savoir et j'aurais pu effectivement faire une petite vidéo dessus. Je ne l'ai pas fait, j'aurais vraiment dû le faire. On peut reprendre par exemple l'article du Repère des motards qui nous en parle récemment. Feu vert pour la conversion des motos au super éthanol E85. Le gouvernement ouvre la procédure d'homologation des boîtiers de conversion. Et ça, c'est un sujet qui a été très débattu et porté par la FFMC, la Fédération Française des Motards en Colère, qui a du coup œuvré pour la légalisation de ces fameux boîtiers super éthanol E85, hein, parce que certains automobilistes sont en droit de le faire depuis 2017. Et du coup, la filière est en train d'évoluer et le mouvement a fini par trouver un appui politique lorsque le député Sacha Houlier a rejoint le mouvement et porté le dossier dans les débats politiques. Et donc ça, en effet, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que vous le savez peut-être, mais Thornbikes, hein, qui est donc la société portée notamment par Franck Noury, un personnage extrêmement connu et charismatique dans le monde de la moto, ils font des kits de conversion E85 pour les motos depuis un certain temps, hein, depuis des années d'ailleurs, avec, selon les retours à la fois de Thornbikes, mais aussi des clients qui l'ont fait, ils en sont super contents et il n'y a pas de problème relevé. Le E85, l'éthanol, c'est un carburant qui ne pose pas de problème sur des machines modernes à partir du moment où vous ne le laissez pas dormir dans la moto pendant des mois et des mois, parce que le E85 a une tendance à être un peu plus corrosif que de l'essence standard. Mais si votre machine a le boîtier adapté, là comme c'est le cas, je vous l'ai montré, et que vous avez une consommation de votre moto, un usage de votre moto relativement régulier, c'est extrêmement intéressant parce que le E85, dans certains cas, ça peut valoir jusqu'à 2 à même 3 fois moins cher que le carburant standard, hein, que l'essence, parce que c'est beaucoup moins taxé et en effet, ça peut être quelque chose de très intéressant. C'est pas du tout une vidéo pour faire la promotion de Thornbikes, hein, c'est juste que c'est des acteurs qui sont historiques dans ce domaine-là. Et là, vous voyez, hein, c'est marqué. Il n'est pas officiellement homologué pour un usage sur route, donc il est légalement réservé à un usage sur circuit ou terrain privé.
c'est bien évidemment comment ça se passe. Il y a peut-être des personnes, je n'en sais rien, qui utilisent cela dans un cadre de route, mais ça peut faire énormément évoluer la législation et donc leur permettre de officiellement proposer ces produits-là et que ce soit quelque chose de légalement autorisé, parce que c'est le cas sur les automobiles depuis maintenant quasiment 10 ans, et moi je n'y vois strictement aucun problème, à partir du moment où c'est fait dans les règles de l'art, avec un boîtier propre, parce que si vous mettez directement de l'E85 dans votre moto, elle risque de pas apprécier, parce que le mélange air essence ou air carburant n'est pas tout à fait le même, le rapport stoichiométrique est différent. Bon, il y a quelques petites modifs à faire, mais avec un boîtier comme celui-ci, ça se fait très très bien. Donc, écoutez, moi, l'éthanol, le boîtier éthanol, je trouve que c'est une bonne idée. Là, comme vous le voyez actuellement, c'est encore mentionné comme étant illégal, mais peut-être que d'ici quelques temps, ça va être définitivement validé pour justement l'usage sur route, et ça n'est que très bon pour les motards des motards. Voilà les amis pour cette petite FAQ, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve comme ça, on reprend les bonnes habitudes. Actuellement la météo n'est pas forcément folle, mais les beaux jours arrivent et vous allez avoir des vidéos très intéressantes, notamment l'essai de la BMW 450 GS qui arrive, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!